Bonjour à tous, bienvenue pour ce café échec du mois d'avril 2019, donc l'actualité nationale et internationale qui a retenu mon attention. Bon, c'était assez facile pour la sélection de ce mois-ci. Alors, toujours, de toute façon, si j'oublie des actus importantes, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je ne me concentre pas non plus pendant des heures pour fouiner partout. Je peux rater des infos. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et donc, on est parti tout de suite avec quatre événements qui m'ont paru importants ce mois d'avril 2019 au niveau de l'actualité échiquéenne. Donc, le Shamkir, tournoi Shamkir, donc aussi appelé Mémorial Gashimov, en mémoire du très fort grand maître azéri, Vougar Gashimov, qui est malheureusement décédé assez jeune. Voilà, donc qui a été créé à cette occasion il y a quelques années, ce tournoi. Et donc c'est Magnus Carlsen, le champion du monde, qui a éclaboussé de son talent et de son niveau ce tournoi, puisque vous voyez qu'il a gagné très largement avec 2 points d'avance, ce qui est super rare dans des tournois du top niveau. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas de petits couteaux de second couteau dans ce tournoi. Il n'y avait que des premiers couteaux. Le plus petit classement, c'est David Navarra, 2739 Elo. Donc un joueur difficile à battre d'ailleurs, il a marqué 4 points sur 9, tout simplement, donc un demi-point de moins que la moyenne. Il y avait Topalov, donc qu'on ne présente plus, Veselin Topalov, même s'il joue moins, et bien sûr il est moins affûté que dans les années 2000. On se souvient tous de sa performance à Saint-Louis en 2005, avec une phase allée à 6,5 sur 7 contre les candidats. C'était le tournoi qui était organisé pour le championnat du monde, pour éterner le titre de champion du monde par la FIDE. C'était avant la réunification avec Kramnik, qui aura lieu juste un peu plus tard. Et puis donc Carlsen qui gagne devant Dingley, Ren, Karyakin. Que dire, 4 victoires, 5 victoires, 4 nuls, 7 sur 9 et une performance à 2990. Donc une de ses meilleures performances de sa carrière. Il gagne 16 points. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est 2845 pour gagner 16 points, pour faire une perf monstrueuse, bah voilà, presque 3000 élos, quoi. Donc très très gros tournoi de Carlsen. Alors dans ses victoires, c'était assez impressionnant, notamment sur la fin de tournoi, puisque il gagne les rondes de 7, 8, 9 de mémoire contre Guiri. Donc il fait une démonstration de jeu d'attaque contre Guiri, qui était moins en forme dans ce tournoi malheureusement pour lui. Contre Karyakin, donc quand même son concurrent d'il y a 2 ans, championnat du monde, Karyakin qui l'avait vraiment poussé dans ses retranchements dans le championnat du monde 2016. Donc là, il a fait une démonstration, toujours avec sa sicilienne Svechnikov, Magnus Carlsen, donc qui lui réussit vraiment très très bien. Et puis dernière ronde, il a gagné le tournoi une ronde avant la fin, ce qui est également rarissime à ce niveau. Donc il a pu jouer relâché contre Grichuk, et le pauvre Grichuk qui a pris la marée, et donc il gagne ces 3 dernières rondes. Si je ne m'abuse, il avait aussi gagné contre Navarra, encore dans une Svechnikov, et contre Anand. Ma foi, même si Anand avait plutôt souvent fait des nuls récemment contre Carlsen, là, si je ne m'abuse, ça n'a pas tenu. Voilà, donc superbe performance de Magnus Carlsen, qui est en méga forme, et on va le voir encore à la fin de cette vidéo. Alors la deuxième actu que j'ai notée, c'est le championnat de France des jeunes. C'est quand même un événement majeur au niveau de la France, mais aussi on peut dire au niveau européen, parce qu'il y a 1800 jeunes qui sont venus jouer, un petit peu moins 1785 pour être précis, qui sont venus jouer à hier. Donc c'est spectaculaire, un tournoi aussi gros. Alors après, c'est vrai que ça pose aussi des questions au niveau sportif. Ça fait des tournois avec 150-160 joueurs parfois.
Est-ce que les meilleurs peuvent vraiment se départager, s'affronter? Enfin, d'un point de vue mathématique, ils peuvent se départager, mais les mathématiques, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. On aimerait sans doute qu'ils puissent s'affronter un peu plus, les meilleurs quand même. Alors, quand il y avait 80, 90 joueurs, 100 joueurs, c'était déjà un peu plus le cas. Maintenant, c'est vrai que quand tu perds une partie, enfin, t'as pratiquement plus le droit à l'erreur. Voilà, tu peux presque plus lâcher de demi-point si tu veux espérer être champion de France. Donc, bon, bah, il y a 14 catégories, hein, on va pas passer trop de temps. Donc, les moins de 8 ans, voilà, je vous fais défiler. Alors, est-ce que je peux... Ah ouais, je vais vous agrandir ça parce que c'est un peu décadré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ce sera mieux cadré. Au moins que vous puissiez voir les podiums. Donc, moins de 8 ans, belle victoire de Paul Boulos du club de Géant avec 9 sur 9. Devant deux frères, hein, les frères Coles ou Coles. Voilà, et on va signaler aussi Nassim Kenéen, voilà, 4ème position, le fils de Marc. Donc les moins de 10 ans, où ça joue pas mal, hein, les joueuses du podium là seront en équipe de France, oui, parce qu'il y a aussi l'équipe de France qui a été publiée il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site de la Fédération Française des Échecs. Donc c'est vrai que Anou, ou Anu, je sais pas comment on prononce, Maya, que j'avais notamment vu dans le championnat Île-de-France mixte, ça joue, et aussi en top jeune, ça joue très sérieux, et donc c'est Manon qui remporte le titre, un petit peu surprise. Voilà, donc on verra tout ce que ça donne en équipe de France. Alors en moins de 10 ans, il y avait un grand favori, c'était Marco Material 2163 Hello. Il a été surpris. Et finalement c'est un joueur corse qui l'emporte à Polo de la derrière. Il fait 8 sur 8, il a gagné une ronde avant la fin. Bien joué. Donc au niveau des moins de 12 ans filles, voilà le classement, et aussi une victoire corse, bien joué, et Laura Micheli qui avait déjà fait un bon championnat l'année dernière si je ne m'abuse. En moins de 12 ans, eh bien, c'est le grand favori Marc-Andrea Morizzi qui l'emporte. Donc encore la Corse, hein, vous voyez la réussite. D'ailleurs, ils ont remporté le titre de meilleur club, le Corsica Chess Club de Bastia. Voilà, donc bien joué à eux. Et Marc-Andrea qui a fait sa première norme de maître international cette année, qui confirme avec 9 sur 9 si je ne m'abuse. Voilà, donc bien joué. Une grosse catégorie, on a un gros niveau dans cette catégorie. On trouve Clément Kuhn, vice-champion d'Europe l'année 2017. Est-ce que c'est 2017 ou 2018? C'est peut-être plutôt 2018. Ouais, 2018. Clément, et qui avait fort à faire en première année. Voilà, avec cette catégorie très dense. On a moins de 14 ans, avec notamment Juliette et Taoni qui jouaient à domicile pour le club de hier. Le club de hier qui a bien réussi, qui finit deuxième club. Les moins de 14 ans. Les moins de 16 ans, filles. Les moins de 16 ans, avec la victoire de Rémi de Grave, le fils de Jean-Marc de Grave, et troisième, on voit la présence d'Alexandre Bacro. À noter que Constantine Popov a joué en moins de 16 alors qu'il est moins de 14, et il joue pour la Russie, il est scolarisé en France. Voilà, catégorie assez forte aussi, les moins de 16. En moins de 18, c'est Béatrice qui fait un doublé. C'était déjà championne l'année dernière, si je ne m'abuse. Voilà, en moins de 18, c'est Loïc Travadon qui est... Alors, est-ce qu'il était champion l'année dernière? J'avoue que je ne sais plus, je crois que c'est possible. En tout cas, Loïc qui a obtenu cette année son titre de maître international. Alors, il n'a pas traîné, il a enchaîné ses 3 normes rapidement. Et il est passé plus de 2400 aussi assez largement. Donc, Loïc Travadon, nouveau maître international français et champion de France des moins de 18, juste devant Étienne Gao des partages. Et après, c'est les moins de 20, voilà, moins de 20 ans, avec notamment Florian Eugène qui l'emporte au départage devant Alexandre Pija. Alexandre Pija, c'était sa dernière année de jeune, donc je le salue. Voilà, traditionnel
traditionnels rivaux. Et ça, c'est l'Open B. Ça, c'est l'Open B avec victoire de David Noyant du club voisin du mien, donc club arménien de Massis. Donc, d'ailleurs, ils organisent leur tournoi aujourd'hui. Donc, je les salue. Et même, je crois que Gourgen est également du club de Massis. Donc, quand même, ils font 1 et 5 dans l'Open B. Donc, joli. Et puis au niveau de l'Open A, eh bien, on a ce David Avanessian on en avait déjà parlé, c'était dans la vidéo sur le mois de février, Open B de Cannes. J'avais parlé de ce joueur. Bien, il fait plus que confirmer. Enfin, il a gagné 300-400 points en quelques mois, donc un joueur à suivre. Et on parlait du club arménien, donc David Avanessian, également d'origine arménienne. Donc, sauf erreur incroyable, enfin, sauf coïncidence incroyable. Voilà, donc le club de Corsica qui gagne la première place devant hier, et S-Bar, bonne rencontre. Voilà, donc j'en profite pour saluer Patrick, que je connais depuis très longtemps. Et au niveau des ligues, c'était Île-de-France, PACA et Grand Est. Et on a été complet. On repart sur le championnat d'Europe féminin. Alors, je vais recadrer ça. Non, c'est pas ça, c'est... Tac, tac, tac. Voilà. Donc, championnat d'Europe féminin qui avait lieu en même temps que championnat de France jeune, pratiquement. Et on a une belle deuxième place, vice-championne d'Europe, Marie Sebag. Marie Sebag qui joue moins, mais elle est toujours là, regardez. Vice-championne d'Europe, et on a eu un super championnat des Françaises, puisque Pauline Guichard, qui était en tête à un moment, et qui a bien fini, puisqu'elle termine 6ème. Voilà, il y a le meilleur départage du tournoi, à égalité avec la championne d'Europe. Et elle finit 6ème, c'est super perf, elle gagne 38 points. C'est énorme. Alors vous allez me dire, juste en dessous, il y a une chose qui a gagné 68 points, certes. Mais sinon, 38 points, c'est quand même beaucoup dans un tournoi comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque Pauline Guichard, donc voilà, et Sophie Mliek qui a un peu moins bien réussi. Alors les 14 premières joueuses se sont qualifiées pour le championnat, pour la Coupe du Monde féminine. Donc on aura au moins 2 Françaises à la Coupe du Monde. Le top 50 mondial, toujours archi dominé par Houyi Fan, devant la championne du monde Jouven Jun. On trouve les sœurs Mouzichouk, et puis donc bonne opération en Marie Sebag, elle a fini vice-championne d'Europe, donc c'est un beau, c'est bien pour son palmarès. Et par contre, on a une bonne opération surtout pour Pauline Guichard, qui vous voyez ici, intègre pour la première fois le top 50 mondial féminin. Elle est devenue elle aussi maître international mixte. Donc voilà, on a au moins 2 nouveaux maîtres internationaux français. Et elle devient numéro 2 française, puisqu'elle a doublé Almira Skripchenko. Voilà, donc Pauline qui joue beaucoup depuis 1 an, et ça paye, voilà, avec une belle progression au classement. Et pour terminer cet actu d'avril, le Grenke. Le Grenke, donc c'est un tournoi qui a lieu en Allemagne, côté de Baden-Baden et de Karlsruhe. Et nouvelle démonstration de Magnus Carlsen qui démontre sa forme cette année. Alors ça fait en plus 57 parties qu'il n'a pas perdu, quelque chose comme ça, une 60aine de parties peut-être même, je ne sais pas si je suis resté au nombre exact. Donc déjà, c'est sa meilleure série d'invincibilité. Carlsen, on sait que souvent elle était connue pour forcer un peu des positions, perdre son sang-froid, s'énerver et perdre des parties comme ça. Ça lui arrivait régulièrement. Il perdait, oui, 3-4 parties par an. Je sais pas quelle est sa moyenne, mais ça doit tourner dans ces eaux-là, en partie lente, bien sûr. Et là, voilà, ça fera, alors peut-être pas 1 an, mais ça doit être depuis l'été dernier qu'il n'a pas perdu quelque chose comme ça. Faudrait vérifier. Voilà, alors si vous êtes intéressé par les statistiques, il y a le journaliste norvégien Tarjei Svendsen qui fait pas mal de stats, enfin qui publie pas mal de stats, notamment sur Twitter, sur Carlsen, et vous voyez ses meilleures performances. Donc on a Zurich en premier, bon, c'était un 5 rondes,
c'est bien de le mettre entre parenthèses. Et donc, bon, il avait été surtout révélé vraiment au premier plan avec Nanjing, en 2009, 8 sur 10 devant la crème mondiale, une perf à 3000, plus de 3000. Et derrière, il y avait Londres en 2012 où il avait été 6,5 sur 8, il était fort. Mais derrière, on trouve les deux perfs de 2019 là. Le Shamkir 2019 de 1988 et donc Grenke de 1990. Donc il a fait encore mieux qu'au Shamkir. Et même, voilà, Viskanze c'était pas mal, mais il a encore monté le niveau ici, Carlsen. Et je voulais vous montrer notamment, alors d'abord son classement au Grenke, hein, donc il gagne avec 7,5 sur 9. Alors c'est vrai que c'est plus que au Shamkir où il a fait 7 sur 9, mais l'opposition était un peu moins relevée. Il y avait aussi un joueur à 2800, mais comme Ding Liren au Shamkir. Alors c'est Caruana quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le vice-champion du monde. Celui qui avait réussi à faire 12 parties nulles en 12 parties lentes contre Carlsen au championnat du monde. Mais voilà, il a, malgré un très bon tournoi, 6 sur 9, qui souvent suffit pour gagner le tournoi, mais là, il était loin, 1,5 point de Carlsen, qui était tout simplement déchaîné. 6 victoires et 3 nuls, j'ai pas envie de dire que c'est du jamais vu, mais c'est extrêmement rare dans des tournois comme ça. Alors c'est vrai que ce tournoi-là était un peu moins fort que le Shamkir, il faut dire ce qui est. Donc il y avait notamment le jeune Vincent Kemmer, hein, qu'on peut mentionner parce que seulement 14 ans, peut-être qu'il aura 15 ans cette année, mais il a fait très très bonne figure, même si son score n'est pas incroyable, hein, 2 sur 9, mais il a montré qu'il pouvait rivaliser avec des 2700, et ça, quand on est aussi jeune et qu'on a 2500, c'est pas donné à tout le monde. Donc s'il stabilise un peu son jeu, enfin ce qui est logique, hein, vu qu'il est encore très jeune, on pourra sans doute le voir intégrer le club des 2700, enfin sans doute, c'est encore incertain, et on va commencer déjà par la barre des 2600, mais il a le potentiel, il semble avoir le potentiel pour devenir un joueur du top 50 mondial. Voilà, notamment il avait montré qu'il avait pris l'avantage contre Carlsen et Caruana, quoi, hein, voilà, donc, et quand il avait tenu le jeu contre Maxime Vachier-Lagrave avec les Noirs, par exemple. Sinon, oui, donc il y avait quand même ce joueur, il y avait Meyer qui était en plus pas super en forme, et puis il y avait encore deux joueurs juste en dessous des 2700, donc on voit quand même le niveau moins dense qu'au Shamkir. Donc finalement le 7 sur 9 au Shamkir, après c'est des mathématiques, hein, mais pour moi il avait plus de valeur que ce 7,5, même si évidemment 7,5 c'est incroyable, hein. 7,5 sur 9, et il gagne encore 14 points Elo, donc conséquence, alors oui, il y avait notre français Maxime Vachier-Lagrave qui n'a pas démérité, mais voilà, il a gagné contre les deux derniers seulement, et puis bon, il a perdu contre Carlsen à la dernière ronde. Carlsen était juste inarrêtable. En plus, encore une fois, gagné une ronde avant la fin. Alors, quasi gagné une ronde avant la fin. Il avait un point d'avance sur Caruana. C'était pas encore 100% fait. Mais voilà, les conséquences au classement mondial, les voici. Donc, Carlsen qui était, souvenez-vous, seulement quelques points Elo devant Caruana juste avant le championnat du monde du mois de novembre. 4 points Elo, quelque chose comme ça. Et bien maintenant, vous voyez qu'il a pris 57 points d'avance, voilà. Donc c'est assez faramineux. Et puis tout simplement, il remonte dans des sphères qu'on avait vu tutoyer en 2014. Hein, donc c'était il y a 5 ans. Vous voyez, mai 2014, c'est son meilleur classement publié, 2882. Et son meilleur classement virtuel, c'est 2891. On l'a sur la droite, là, alors je crois que c'est coupé pour vous, ouais c'est coupé, mais 2889, avril 2014, et donc sur la droite du site 2716.com, donc qui calcule en tous les jours, hein, le classement, enfin en temps réel en fait, des joueurs, donc Carlsen qui s'envole, tout simplement. Et alors ce qui est intéressant justement, c'est les stats, alors qu'on peut mentionner le retour de Nakamura dans le top 10 mondial, je pense que c'est sa place, hein, voilà, tout simplement. Il y a Nepo qu'on voit pas trop, il joue pas énormément, qui est là, et Gretschuk qui a bien réintégré aussi, et Anand toujours là.
hein, toujours là. Donc voilà, sinon ce top 10 m'a l'air assez... Alors Wesley So un peu en retrait pour le coup, légèrement décroché, et Artemiev qui a bien percé. Voilà, donc Kramnik après sa retraite, on en avait parlé dans la vidéo du mois de janvier. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, c'est les scores pour Carlsen, qui va jouer le Norway Chess. Le Norway Chess... voilà, c'est ici. Donc le Norway Chess qui aura lieu au mois de juin. J'ai plus les dates exactes en tête. Donc il a calculé les points. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette barre mythique des 2900 qui semblait inatteignable. Hein. Enfin, déjà en 2014, on s'est dit est-ce qu'il va dépasser et tout, mais c'était vraiment dur. Et il a fait donc 2889 max en virtuel et 2882 publiés. Et donc on a toutes les infos ici pour conclure cette vidéo. C'est les scores que peut faire Carlsen au Norway Chess et qu'est-ce qui risque de lui arriver au niveau de son classement. C'est vrai qu'il est tellement en forme qu'on se dit où est-ce qu'il va s'arrêter. Et bon, pour la petite histoire, il faut qu'il fasse 6 sur 9 pour pas perdre de points Elo. Déjà, c'est pas facile à faire, hein, c'est plus 3. Hein, donc, c'est 3 victoires de plus que de défaites dans les 9 parties qu'on joue. En général, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un 6 sur 9 et ça suffit pour gagner des tournois du top mondial. Parce que c'est très très dur de battre des joueurs et quand on en bat 3 et qu'on en perd aucun, souvent on gagne le tournoi. Voilà. Cependant, lui, Carlsen, c'est pas pour gagner le tournoi qu'il doit faire ça, c'est pour ne pas perdre de points Elo. Il est tellement haut maintenant, c'est 2875. S'il fait 6 points et demi, donc c'est super dur à faire, hein, faut dire la vérité, mais il est tellement en forme qu'on a l'impression qu'il peut le faire. Un plus 4 dans un tournoi du top mondial. Il y aura presque des joueurs du top 10 mondial hein, si le plateau suit les plateaux précédents. Ah bah tiens, c'est ceux qui sont en jaune alors, qui jouent le Shamkir. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en manque un. Ah, je sais pas quel est le dernier joueur. Il en manque un. Donc je sais pas qui est le dernier. Peut-être c'est Hammer. Je sais pas. Je dis ça parce que c'est en Norvège. Souvent on essaie de faire jouer un Norvégien en plus de Carlsen, mais pas toujours je crois. Est-ce que c'est écrit en dessous? On sait pas. On sait pas, mais voilà le plateau en gros du Norway, donc un gros plateau. Il n'y aura pas de Dinglegren simplement, on peut dire, et Guiri. Sinon, le très très gros plateau. Et justement, il y aura Wesley So qui sera de retour. On l'a pas trop vu depuis. Il a joué peut-être à Vishkense. Voilà, et donc s'il fait 6,5, il battra le record publié au mois de juillet 2883. Qui battra son précédent record. Il lui faut 7 points et demi pour battre son plus haut Elo virtuel. Bon, ça me paraît quasiment inatteignable, hein, franchement. Alors, il a fait 7,5 au Grenke, mais pas contre la même opposition. Ça me paraît quasi impossible à faire. Et la fameuse barre des 2009, la barre quand même, voilà, un peu mythique, plus que mythique, on pensait plus ou moins inatteignable. Il faut qu'il fasse 8,5 sur 9. Bon là, faut peut-être pas s'emballer. Donc en gros, il pourra peut-être franchir cette barre, mais en 2 temps. S'il la franchit, ce ne sera pas dans ce tournoi à mon avis, ce sera en 2 temps. Donc peut-être ce tournoi et son tournoi suivant. S'il fait style, voilà justement 6,5, 7, commence à gagner une dizaine de points. Ouais, une dizaine de points et après il faudra aller arracher les points les 15 points qui resteront, une quinzaine de points qui restera. C'est dur, c'est très dur, hein, franchement. Mais Carlsen lui-même a dit cet objectif qui me semblait impossible me semble maintenant à moitié atteignable. À moitié inatteignable et à moitié atteignable. Donc quand même, il se dit, purée, je joue tellement bien, enfin... C'est qu'il est souvent très critique de son jeu et il y a des parties, parmi toutes les parties qu'on a citées de l'année 2019, il y a beaucoup de parties où il a été très critique de son jeu. Mais aussi, quand même, il était content de pas mal de parties, ce qui n'est pas si fréquent. Donc, bon, mais de toute façon, il faut jouer extrêmement bien pour marquer des scores comme ça. Il y avait une dernière info, c'était ses perfs en 2019.
c'était assez hallucinant. Alors, est-ce que je le retrouve par ici? 2942, voilà. Sa perf en 2019, sur l'année 2019, donc 3 tournois, hein, Viskanze, Shamkir et Grenke, c'est 2942 avec 16 victoires, 15 nuls et 0 défaite. Donc c'est assez hallucinant. Voilà, donc bon, ça a rallongé un peu la vidéo. Je tenais quand même à vous montrer ça, à vous montrer ce diable de Magnus Carlsen, parce que bon, comme on a vu, hein, la dernière fois qu'il a joué aussi bien, en gros, c'était en 2014, donc c'est pas tout le temps. Puis il avait un peu marqué le pas depuis 2-3 ans, mais là, il est de retour au top, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un champion du monde, un numéro 1 mondial qui est au top de sa forme et qui montre un super jeu. J'avais fait une vidéo sur ces parties du Shamkir, des très belles parties, donc vous pouvez la retrouver dans la liste des vidéos. Voilà pour cette actu du mois d'avril. On se retrouvera pour le mois de mai. Il se passera pas mal de choses au mois de mai puisqu'il y a le début du Grand Chess Tour. Et puis pas mal d'autres choses. Et puis donc ce fameux Norway Chess au mois de juin. Donc le calendrier d'échecs qui ne s'arrête jamais, on peut dire. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à partager. Et puis je vous laisse avec l'écran de fin et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!